vous êtes jamais demandé pourquoi c'était moins cher de faire expédier quelque chose depuis la Chine jusqu'à chez vous que pour vous d'envoyer une lettre à quelqu'un qui habite littéralement dans la rue d'à côté? Depuis quelques années, il y a plein de sites chinois qui ont ouvert et qui vous permettent de faire des affaires extraordinaires avec des produits qui ne coûtent rien et des frais de port quasi inexistants. Alors que si vous voulez envoyer vous-même une lettre de 100 grammes à votre voisin, ça vous coûte déjà 2,82 €. On a un paquet qui va venir depuis l'autre bout du monde, faire 10 000 km en avion, depuis la Chine, passer par plusieurs centres de tri avec toute la logistique que ça implique, toutes les étapes, les manipulations, et ça va me coûter moins cher? Non, c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible, et je vous explique pourquoi dans cette vidéo, vous allez voir, c'est vraiment bizarre. Cette vidéo, avant de commencer, est sponsorisée par, et on les adore donc on les remercie, War Thunder. War Thunder, c'est le jeu de simulation de combat. Il vous plonge au cœur d'un champ de bataille aux commandes d'un char, d'un avion ou d'un navire de guerre. C'est gratuit, déjà, on commence par là, et c'est ce qui va vous motiver à essayer. Et je vous le dis tout de suite, ce que je préfère, c'est les chars. C'est exactement la même stratégie que l'airsoft. Il faut se coordonner avec son équipe pour atteindre les objectifs. Il faut défendre une route, il faut prendre les ennemis à revers. On peut foncer dans le tas ou on peut camper. C'est extrêmement satisfaisant de gagner et c'est choquant de se faire défoncer. C'est intense, c'est trop bien. War Thunder, c'est un jeu multijoueur et cross-platform. On peut jouer sur PC, Xbox, PlayStation ou Mac. On peut jouer la plupart des grandes armées du monde, dont la France et le Japon, et sur plein de terrains différents. Évidemment, il faut bien choisir ses véhicules en fonction du terrain, et des tanks, ils sont surpuissants, mais dans la neige et sur une pente à 30 degrés, ils font moins les fiers. Le réalisme est incroyable. Les véhicules sont tellement bien modélisés que le niveau de discussion sur les forums de jeu, c'est du genre « Excusez-moi, mais j'ai remarqué une erreur dans le jeu, il se trouve que la tourelle du char Leclerc pivote à 11,3 secondes minutes et dans le jeu, c'est plutôt 11,2 secondes. J'ai devant moi les documents qui prouvent que... » L'aspect évolution est aussi très important dans War Thunder. On peut améliorer et personnaliser ces véhicules au fur et à mesure de l'avancée dans le jeu. Vous n'êtes pas prêt pour le nombre de véhicules d'ailleurs qui couvrent l'ensemble des équipements qui vont du début du XXe siècle à nos jours. Il y a plus de 100 ans de chars, d'avions, de bateaux et même d'hélicoptères qui ont tous des caractéristiques différentes et ça va plus loin que juste la puissance de tir ou la vitesse. Est-ce que le réservoir de carburant de ton avion est plus exposé? Est-ce que les chenilles de ton char sont protégées? Où sont stockées les munitions? Tous les détails sont importants, comme dans une vraie bataille. Il y a eu une grosse mage récemment, c'est Kings of Battle, avec plein de nouveaux véhicules, dont le Black Hawk, c'est l'hélicoptère américain qu'on voit dans tous les jeux vidéo et la moitié des films d'action. Et aussi une nouvelle map, les Flandres, du coup le nord de la France, une map qui s'adapte en fonction des véhicules qu'on utilise. C'est-à-dire que la map va avoir des décors anciens ou modernes en fonction de si on joue des véhicules anciens ou modernes. Essayez-le, il est vraiment bien, vous pouvez le télécharger gratuitement en passant par le lien dans la description. Et si vous êtes un nouveau joueur ou que vous n'avez pas joué pendant plus de 6 mois, vous recevez plein de bonus spéciaux, des véhicules premium, des skins, il y a trop de choses. Donc je vous mets toute la liste, toutes les infos en description. Merci. Déjà, écartons toutes les explications logiques. La règle numéro 1 dans le e-commerce, c'est que quelqu'un, toujours, paye les frais de livraison. Les livraisons gratuites, ça n'existe pas. Souvent, ce sont les clients eux-mêmes qui les payent, parfois même sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que la livraison est incluse dans le prix d'achat. Le vendeur fait assez de bénéfices sur le produit pour offrir, en quelque sorte, tout ou partie des frais de port. Mais sur la montre à 2,15 €, c'est clairement pas comme ça que ça marche. Déjà, qu'est-ce qu'on sait de la Chine? C'est un pays où la main-d'œuvre et le coût de la vie sont moins chers. Le yuan aussi, la monnaie locale, est volontairement maintenue à un taux faible et c'est pour ça qu'on peut produire des contrefaçons de montres à moins de 1 €. Et ça joue aussi forcément sur les tarifs postaux. Les standards de distribution aussi sont beaucoup moins élevés en Chine. Si vous avez déjà commandé sur un site chinois, vous savez que l'emballage en général, c'est juste un film plastique, c'est pas une boîte. Ça permet de gagner du poids, ça permet de gagner de la place, ça permet de gagner du temps aussi. Parfois même, c'est facturé en tarif lettre plutôt qu'en tarif paquet. Donc tout ça, c'est des techniques qui réduisent les coûts. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Regardez sur le site Temu, vous y trouverez des centaines d'objets à quelques dizaines de centimes avec les frais de port offerts. Tu peux faire toute la gymnastique mentale que tu veux, trouver toutes les excuses de pourquoi c'est pas cher, ça ne fonctionne pas. Expédier quelque chose, a fortiori depuis l'autre bout du monde, c'est censé avoir un prix, c'est censé coûter même relativement cher, certainement pas rien.
Et effectivement, ça a un prix. Un prix qu'on paye. Et là, je ne vous parle pas de l'impact sur les sites de e-commerce locaux ou sur l'environnement. Un peu d'histoire. En 1840 est inventé le timbre postal. Avant ça, c'était le destinataire qui payait la livraison qui était parfois, souvent même apparemment, trop chère pour le commun des mortels. On est au début du 19e siècle, dans un monde rural, avec un régime économique de subsistance. On travaille pour manger, pas pour recevoir du courrier. Et entre la pauvreté et l'illettrisme, il n'y avait que 15% des gens, à l'époque, qui pouvaient effectivement correspondre par lettre. Fun fact d'ailleurs, si vous voulez briller en soirée, il y a certaines personnes qui écrivaient des messages ou des symboles directement sur l'enveloppe. Comme ça, même quand un destinataire refusait le courrier, il suffisait qu'il regarde la marque ou la couleur qu'il y avait sur l'enveloppe, peu importe, pour recevoir le message. Il n'avait pas besoin de l'ouvrir. Par exemple, tu mets un rond rose sur une enveloppe, tu peux te dire « Ah bah Lucienne, elle a accouché d'une fille », par exemple. Donc en 1840, les Anglais qui sont saoulés de cette situation inventent le timbre. Un timbre de 1 penny appelé le penny black. Et déjà, c'est un timbre comme on le connaît maintenant, comme on l'a maintenant. C'est étonnant qu'il y ait eu si peu de changements sur un objet en presque 200 ans. Bref, gros succès pour le timbre, parce que c'était moins cher pour le consommateur et malgré tout, la Poste, elle arrivait à faire plus d'argent, parce que du coup, il y avait moins de refus et aussi c'était plus simple, etc. Donc, banco. Et ça a grandement participé à l'expansion du courrier international. On n'envoyait plus du courrier juste en France, on en envoyait un petit peu partout dans le monde, et ça, de plus en plus. Et ça, à l'époque, c'était très chiant à gérer, parce que chaque pays devait rédiger un traité avec chaque autre pays dans lequel il voulait envoyer du courrier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'enfer. Et s'il n'y avait pas de traité entre deux pays, le courrier devait passer par un pays intermédiaire qui, lui, avait un traité avec les deux pays en question. Un casse-tête pas possible. Pour envoyer une lettre aux États-Unis, par exemple, depuis la France, il fallait passer par l'Angleterre parce que la France n'avait pas de traité direct avec les États-Unis. Ils ont trouvé un accord finalement, mais ça a pris 5 ans de discussion pour en plus être annulé quelques temps plus tard. Et enfin, quand la France a trouvé un accord final avec les États-Unis, on est en 1874. C'est un accord qui n'a servi à rien que quelques mois puisque cette même année a été créée l'Union postale universelle. L'Union postale universelle, ou Universal Postal Union en anglais, dans tous les cas UPU, ça apporte 3 choses importantes. Déjà, un tarif unique pour les envois internationaux, peu importe le pays de destination. C'est plus du cas par cas. Ça a un petit peu changé maintenant, c'est par zone, mais la première idée était là. Ensuite, la Poste doit traiter de la même façon les envois domestiques et les envois internationaux. C'est-à-dire que le courrier que tu reçois de l'étranger, tu dois le traiter aussi bien, aussi vite que le courrier de ton propre pays. Et enfin, très important, chaque pays garde l'argent qu'il a reçu de ses clients. Si j'envoie une lettre depuis la France aux États-Unis, c'est la France qui garde l'argent. Et si j'envoie une lettre des États-Unis en France, c'est les États-Unis qui gardent l'argent. Au début, c'est un accord qui concerne seulement 21 pays, 19 en Europe, plus l'Égypte et les États-Unis, mais qui est tellement efficace qu'il va se généraliser très rapidement à l'ensemble du monde. Ça a réglé évidemment beaucoup de problèmes, mais ça en a créé beaucoup d'autres. Déjà, à l'époque, on parlait de lettres et pas de colis. Et surtout, on s'était basé sur le fait que chaque personne, en général, répond à une lettre. Donc, c'était censé faire une balance des comptes entre les lettres qui circulent entre les pays. Et évidemment, ça n'a jamais été le cas. Et beaucoup de règles, au fil du temps, ont été faites pour essayer de créer un équilibre entre tous les pays. Et on arrive en 1999 où une nouvelle règle arrive qui fixe un prix d'expédition en fonction du niveau de développement du pays d'expédition, en fonction du pouvoir d'achat, si vous voulez, pour que ce soit juste pour la population. Effectivement, si un Français envoie une lettre au Ghana ou un Ghanais envoie une lettre en France, ils n'ont pas le même pouvoir d'achat, c'est normal que le Français paye 10 fois plus cher. Voilà, c'était la logique. Et au début, avec cette nouvelle loi, les pays riches, ils se frottent les mains parce qu'ils expédient beaucoup à l'étranger, donc ils récoltent beaucoup d'argent et finalement ils reçoivent très peu des autres pays, donc ils n'ont pas beaucoup d'argent à dépenser pour traiter le courrier qui vient de l'international. En 2010, la Poste américaine particulièrement, elle fait 275 millions de dollars de bénéfices juste sur les envois internationaux. Donc ils sont vraiment à fond sur le nouveau système. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord, mais quand les Américains disent un truc, on est un peu obligé de suivre. Seulement, 2010, c'est l'année de l'ouverture du site AliExpress. AliExpress est une plateforme de e-commerce qui permet aux acheteurs à choisir leur actif préféré parmi des millions de produits disponibles. En 2015, la Poste américaine est déficitaire. Bah oui, parce que maintenant, ce sont les Américains
qui importent de l'étranger, et puis le contraire. Donc la poste américaine, elle doit maintenant traiter chaque année des centaines de millions de colis qui viennent de Chine, et elle perd en moyenne $1 par paquet. Oui, puisque la Chine ne reverse pas d'argent aux États-Unis pour ça, ils gardent leur argent, c'est dans le contrat. Donc c'est les Américains qui doivent dépenser pour la distribution, les facteurs, les camions, etc. Je vous donne toutes ces informations, mais avec ça, on n'a toujours pas répondu à la question de pourquoi c'est si peu cher d'expédier depuis la Chine. Devinez un petit peu de quel côté se situe la Chine, seconde puissance mondiale. Est-ce qu'ils sont du côté des pays développés ou du côté des pays en développement? Bien évidemment que c'est un pays en développement. Regardez ces villes, on se croirait en 1923, c'est primitif. Concrètement, comment ça se passe au sein de l'UPU? Les pays du monde sont classés en groupes et en fonction du groupe auquel ils appartiennent, ils payent plus ou moins cher. C'est extrêmement dur d'accéder à ces informations. J'ai trouvé la classification exacte à la page 249 de la résolution du congrès C7 2016 du congrès d'Istanbul. À l'origine, les pays étaient divisés en 6 groupes et en 2016, ça a été réduit à 4 groupes. Donc voilà comment ça marche. Groupe numéro 1, on a la France et la majorité des pays européens, les USA, le Japon, bref, ce qu'on pourrait qualifier de pays riches. Groupe numéro 2, on a les pays de l'Europe de l'Est, l'Estonie, la Slovéquie, la Slovénie, la Lettonie, etc. Ainsi que, en gros, les pays du Golfe. Et en groupe numéro 3, on va avoir les pays en voie de développement, le Brésil, le Mexique, la Thaïlande et bien sûr la Chine. La Chine est dans le même groupe que la Jamaïque, Cuba et le Botswana. Et après ça, il y a encore un groupe en dessous qui compte le plus de pays avec les pays pauvres, entre guillemets, la majorité de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, l'Inde, l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, bref, vous avez compris. Donc je récapitule. En plus d'avoir une économie qui est favorable à des prix bas, des petits salaires, une monnaie faible, des entreprises qui réduisent les coûts avec un service approximatif comme pas d'emballage, grâce aux règles de l'Union postale universelle, elle n'a pas besoin de prendre en charge le coût de la livraison, juste l'expédition. Elle bénéficie à la base de conditions préférentielles qui font qu'elle paye l'expédition beaucoup moins cher. Ça fait beaucoup de choses qui expliquent pourquoi ça coûte presque rien d'expédier un colis depuis la Chine. Non, c'est pas tout. Ça explique pas comment tu peux avoir une livraison gratuite de ton ouvre-boîte en plastique à 38 centimes. Même après tout ce qu'on vient de dire, c'est quand même censé coûter de l'argent. Un minimum, traverser le monde avec les avions, tout ça. Pas zéro, surtout que rappelez-vous, il y a encore une tranche en dessous de la Chine. Donc si la Chine c'est gratuit, ça veut dire que quoi? Les autres on leur donne de l'argent, c'est pas possible. Eh bien tout ça s'explique parce que il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais avant de vous parler de ces autres techniques alternatives pour faire baisser le prix de la livraison drastiquement, je dois vous signaler une chose. Oui, la poste chinoise n'est pas chère. Mais de l'autre côté, la poste des autres pays comme la France, le Japon, est beaucoup trop chère. Quelle solution d'envoi choisir qui ne coûte pas trop cher? Voyons voir sur le site de la Poste. Parfait. Et c'est surtout l'écart entre les deux qui choque, parce que si l'expédition depuis la Chine c'était par exemple 5 € et depuis le Japon c'était 8 €, ça serait encore compréhensible. Mais pour expédier la même chose, depuis le Japon on va plutôt payer 20 €. En fait on n'est pas du tout dans la même tranche de prix. Et si la poste elle est si chère au Japon ou en France et dans d'autres pays, c'est pour plein de raisons, évidemment, la masse salariale, les taxes, enfin il y a plein de choses inhérentes à chaque pays, mais c'est aussi dû au fait qu'ils perdent de l'argent. J'ai pas trouvé les chiffres pour la France ou le Japon, mais aux États-Unis, c'est pas loin de 500 millions de colis qui arrivent chaque année depuis la Chine. 60% de tous les colis qui rentrent aux États-Unis. Et à $1 de perte par colis, ça fait un demi-milliard de pertes annuelles. Il faut bien les répercuter quelque part. Comment? En augmentant les tarifs de la poste américaine. Et c'est pareil dans tous les pays qui achètent massivement en Chine, dont la France. C'est la nif de ma sœur ce week-end, je dois lui faire livrer son cadeau. Ah, ta sœur? Ah non, mais oublie, elle l'aura jamais. Si, avec Colissimo, elle l'aura, c'est super rapide. Et aussi super cher à cause des Chinois. Au fait, le tarif de l'enveloppe de 100 grammes à 2,82 € en France, il passe à 3,08 € en janvier. Donc oui, c'est pas cher, la poste en Chine, mais c'est aussi super cher, la poste ailleurs. Alors pourquoi est-ce que ça ne change pas? C'est une bonne question, parce que évidemment, à part la Chine, personne n'est content de cette situation. Certainement pas les États-Unis, qui sont les plus gros consommateurs et qui sont même partis en guerre en 2018 contre la Chine. On appelait ça la Trade War, menée par Donald Trump. I love China. I just sold an apartment for $15 million to somebody from China. Qui n'était pas du tout content que la Chine bénéficie des mêmes avantages que Saint-Vincent et Grenadines. La Chine avait alors annoncé à l'époque qu'elle allait augmenter ses tarifs postaux pour calmer un petit peu le jeu, mais dans les faits, rien n'a changé. Et c'est normal que ce soit pas si facile de régler ça, parce que déjà régler un problème au sein d'une institution comme l'Union postale universelle qui compte 192 pays, c'est galère à la base. Vous savez, ils avaient déjà un problème en 1874 quand ils l'ont créé, l'Union postale, le remailing. Remailing. Exemple, si je veux envoyer
une lettre depuis la France au Japon, et ben, au lieu de la mettre directement dans un bateau qui part au Japon, je la mets dans un bateau qui part pour l'Angleterre, et après, c'est aux Anglais de se démerder pour l'envoyer au Japon, et c'est eux qui vont payer le gros de l'acheminement. Et ça a duré jusqu'en 1924. Ça a pris littéralement 50 ans pour régler ce problème, juste pour interdire ça. Et là, pour régler ce nouveau problème avec la Chine, il faudrait que le pays ne soit plus considéré comme un pays en voie de développement, parce que c'est là-dessus qu'on se base pour déterminer les tarifs postaux internationaux. Et vous vous rendez compte de tout ce que ça implique. Ça touche du coup des milliers de secteurs. Déjà, la Chine, de son côté, elle ne perdrait pas juste l'avantage sur les tarifs d'expédition. Il y a aussi des avantages, par exemple, sur les tarifs douaniers. Elle perdrait aussi tous les aides qui sont accordées aux pays en développement. Elle serait obligée de suivre aussi des normes environnementales qui seraient plus strictes. Ils ne veulent pas faire ça à la Chine, il y a trop d'argent en jeu. Et de l'autre côté, est-ce que les grandes puissances ont vraiment envie que la Chine soit considérée comme un pays développé? Parce que ça leur donnerait encore plus d'influence dans le monde. Et ils en ont déjà beaucoup. Et ils en ont déjà beaucoup. Et ils en ont déjà beaucoup. I love China. Concrètement, de toute façon, même sans se poser toutes ces questions, c'est vrai que la Chine, c'est encore un pays en voie de développement. Si on se base sur le revenu par habitant, les indicateurs d'éducation, de santé qui sont pas encore au même niveau que les grandes nations, parce qu'il y a trop de disparités en Chine. Donc ne vous méprenez pas, mon but c'est pas de pointer du doigt la Chine sur ce point en particulier. Il y a des règles en place, il se trouve qu'en ce moment, ça leur profite à eux, comme avant ça profitait à d'autres, et c'est même pas eux de toute façon qui ont écrit les règles du jeu. L'Europe, elle, de son côté, essaye de se défendre autrement en modifiant les règles qu'elle maîtrise, c'est-à-dire en faisant payer plus de taxes à l'entrée de la zone euro pour tous les colis qui viennent de l'extérieur, mais c'est surtout punitif pour le consommateur, et dans la pratique, de toute façon, c'est très dur à appliquer. Vous voyez en tout cas que c'est vraiment pas simple comme question. Et j'en reviens enfin à pourquoi, en plus de tout ce qu'on a vu, c'est vraiment dérisoire d'expédier quelque chose depuis la Chine. On va prendre particulièrement l'exemple du site Temu, qui est là depuis quelques mois. C'est le nouveau AliExpress, le nouveau Wish, qui a ouvert seulement en juillet 2022 et qui est déjà devenu extrêmement populaire. On pourrait y dédier une vidéo facilement à ce site tellement il y a de choses à dire, mais si vous ne connaissez pas, sachez juste qu'ils ont fait énormément de publicité ces derniers mois sur les réseaux sociaux, pendant le Super Bowl aux États-Unis. Download the Temu app and shop like a billionaire. La princesse Camilla de Bourbon des Deux Siciles va devoir relever les différents challenges que son rang lui impose. Entre sa pendaison de crémaillère très mouvementée et ses rendez-vous diplomatiques avec son mari, le prince Charles de Bourbon des Deux Siciles, elle trouve tout de même le temps de retrouver ses amis milliardaires sur Temu. Ils ont fait aussi beaucoup de contenu sponsorisé avec des influenceurs. There's Temu's slipper selection and oh my gosh, they have so many adorable slippers. Ils sont arrivés tellement vite que même personne ne sait si on doit prononcer Temu ou Timu, ou Timu, bref, on sait pas trop. Le site Temu. C'est le nouveau AliExpress avec des prix encore plus cassés, parfois quelques centimes seulement, et des frais de port qui sont souvent offerts. Temu. Évidemment, on y vend essentiellement de la merde, des produits très bas de gamme, des contrefaçons, des objets dangereux parfois, qui prennent feu, qui sont toxiques. Regardez par exemple cette belle contrefaçon de masque de plongée qui peut littéralement te tuer. Des problèmes d'asphyxie sur ces masques contrefaits ont causé des accidents partout dans le monde. Ils nous ont attaqués plusieurs fois en justice en Chine. Ils n'ont pas gagné une seule fois. Oui, parce que bon, c'est un autre sujet, mais ces sites ne sont assujettis à aucune règle de qualité, de sécurité, de règles sur la contrefaçon. C'est juste pas cher. Voilà, tout le reste, on s'en fout. Normalement, il ne devrait pas y avoir de fuite, mais ça va affecter la qualité et je ne peux pas vous garantir la longévité du produit. Mais alors, comment font-ils pour expédier gratuitement des produits à quelques euros, voire même quelques centimes? On sait que, en tout cas, le prix d'expédition, il n'est pas vraiment compris dans le prix de l'article. Donc, il y a quelque chose d'autre. En fait, il y a deux choses, au minimum. La première, c'est tout simplement qu'ils viennent d'arriver sur le marché, ils sont là depuis 1 an, et leur objectif, c'est de devenir le numéro 1 le plus vite possible, et pas du tout de faire des bénéfices. C'est une technique très classique. Amazon a fait la même chose, ils ont perdu de l'argent pendant des années, avec des investisseurs qui mettaient du cash et du cash, pour finalement en gagner. Si on a beaucoup de capitaux, c'est vraiment la meilleure solution pour devenir le leader d'un secteur. On se rend incontournable, peu importe ce que ça coûte, et après seulement, on capitalise. Et Temu, ils peuvent se permettre cette stratégie parce que la version chinoise du site, Pinduoduo, rapporte déjà énormément d'argent. Et aussi, petit bonus, la maison mère de l'entreprise s'appelle Tencent.
c'est une des plus grosses entreprises tech chinoises avec des poches vraiment sans fond. Et Tencent, c'est un rouleau compresseur quand ils se lancent dans un domaine en particulier. Vous le savez peut-être parce qu'on a déjà parlé d'eux dans une des dernières vidéos de la chaîne, quand on a parlé de l'appli WeChat. Je vous engage à y jeter un œil d'ailleurs parce qu'on va aborder un sujet similaire qui est le traitement de vos données personnelles. En effet, et là je parle au conditionnel, attention, on soupçonne Temu d'avoir l'intention de revendre les données de leurs clients pour arrondir ses fins de mois. Oui, la RGPD, la protection des données, tout ça, en Chine, ça n'existe pas. En mars de cette année, la version chinoise du site, donc Pindu Audio, a été retirée du Play Store de Google parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils installaient des malwares, des spyware sur les téléphones. Ils prenaient les données de tout le téléphone, les messages privés, les photos, etc., pour en faire on ne sait pas quoi, et beaucoup se demandent si dans une des prochaines versions de Temu, on n'aura pas le droit à quelque chose de similaire dans les autres pays du monde. En tout cas, rien n'indique à l'heure actuelle, attention, qu'ils aient de mauvaises intentions, surtout que Pinduoduo, ça se passe en Chine, là-bas on sait qu'ils sont obligés de toute façon d'espionner leurs clients. Est-ce que ça va arriver en Europe et tout? On ne sait pas, on va dire que c'est plus difficile de leur faire confiance. En tout cas, tenez-vous informés quand une offre est trop belle, c'est une règle générale. Faites attention. J'avais envie de vous parler de ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont concernés, surtout en cette période de fin d'année, et je vois absolument personne aborder ce sujet que personnellement je trouve captivant. Merci à War Thunder qui sponsorise cette vidéo. N'oubliez pas le lien en description si vous voulez le tester. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière vidéo de l'année. Des bisous.